Alors, les gens qui vivent à la rue. Ouais. Puis la prison, les gens qui se préparent à la fin du monde. C'est ça, et la folie, la drogue, les normes dans le sexe. Franchement, je sais plus quoi raconter. Alors, on pourrait inverser le truc, pour être intéressant. Inverser quoi ? Les marginaux. Finalement, ils sont partout. On a entendu que ça pendant 6 épisodes. Ah ouais, genre, ce qu'on cherche, c'est les gens normaux maintenant. Bah ouais, interviewer des gens normaux, on l'a jamais fait. Pourquoi pas. On va les trouver où, ces gens normaux ? Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas les trouver ici. Ça te dit, on se casse du studio, on bouge ? Ouais, allez, ouais, t'as raison. On va prendre l'air, peut-être que ce sera plus facile. Allez. Bon, on part chacun de notre côté ? Ouais, et on se dit quoi, rendez-vous dans une grosse heure ? Ouais, dans 1 heure, c'est bien, ouais. Ok, super. Bon bah à toutes. À toutes, bon courage. Je cherche des gens normaux. Normaux ? Ça dépend ce que vous appelez les gens normaux. Déjà, parmi vous, ce serait qui la personne la plus normale, a priori ? Tristan, c'est le plus calme, c'est le plus posé. C'est quelqu'un qui rentre bien dans la société. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec personne. Est-ce que vous seriez des gens normaux, vous ? Je sais pas où vous mettez le curseur de la normalité. En fait, je cherche le curseur, c'est pour ça. Je sais pas si on va pouvoir vous aider parce que nous on s'estime normaux. On s'estime normaux en tout cas, oui. Ouais. Un des critères pour définir une personne normale, il n'a pas de particularité handicapante ou forcément comme ça. C'est une personne gentille, qui a des qualités, mais qui n'a pas de particularité extraordinaire. On est satisfait de ce qu'on a et voilà. Je cherche des gens normaux. D'accord. C'est où je peux en trouver ? Un peu de partout, je pense. Vous diriez que vous êtes normal, vous ? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors lui, il est normal, mais il boit des bières à 10h30 du mat. Dans des parcs. Du coup, je suis pas entièrement sûr. Je cherche des gens normaux. Est-ce que vous savez où je peux en trouver ? Dans le coin ? N'importe, j'en cherche. Ouais, vous allez avoir du mal. Vous êtes normal ? Je suis pas véhiculé, non. D'accord. Faut aller loin ? Ouais, faut aller loin, je pense. Ouais. Vous êtes pas normal ? Je me pose la question. Alors, des gens pas normaux, des gens qui sont toujours pressés, qui ne se posent jamais. Enfin, ils se posent juste pour boire des verres vers des coups, quoi, c'est tout. Mais sinon, ils sont tout le temps pressés. Des gens qui sont constamment sur leur téléphone. Dès qu'en plus on entend des sons partout, des bips partout, des inspecteurs gadgets partout. Ils s'habillent tous de la même façon, ils mangent tous de la même façon. Ouais. Et vous, à l'inverse, je vous trouve sans téléphone, posé tranquille dans un parc un matin. C'est plutôt l'inverse, finalement. Justement, non. Parce que être dans un parc sans avoir de téléphone portable non plus, c'est pas non plus c'est pas non plus un gage de normalité, quoi. Donc on est piégé de 2 côtés. Si on est stressé, on n'est pas normal, et si on essaie d'être tranquille, on n'est pas normal non plus. En fait, oui, un petit peu. Parce que si vous voulez, là c'est un bol d'air, donc si vous voulez, et ensuite on va se replonger, on va retourner dans l'aquarium. Je suis dans le quartier de Belleville à Paris. Comme je galère un peu, j'ai décidé de retourner voir Johann Zarka. Johann Zarka, c'est cet écrivain qui nous avait parlé dans notre épisode sur la drogue. Et dans son travail d'écrivain, il s'est beaucoup intéressé à la marge en général, donc apparemment il avait des choses à dire sur ce qui nous occupe aujourd'hui. Yes, ça va ? Ça va et toi ? T'as la forme ? Ouais, un peu. Yes. T'es dans le coin là du coup ? Ouais, j'ai un bureau là juste à côté. Donc voilà, je sais pas où tu voulais qu'on se cale. Je sais pas. C'est vraiment ce truc, la recherche de la personne normale, tu sais. Ouais, tu m'avais raconté, c'était marrant. Ouais. Justement, j'avais une anecdote, c'est que j'avais une pote qui habitait. Alors, je sais plus, c'était ces appartements, celui-là ou celui-là. Et elle était dominatrice. Et c'était une grosse consommatrice.
Et elle avait ouvert comme une espèce de salle de shoot chez elle, clandestin, et avec plein de gens qui consommaient et qui teasaient aussi. Et la meuf, elle a fait une OD et puis elle s'est un peu retirée elle s'est un petit peu retirée. Une overdose. Ouais, exactement. Elle s'est un petit peu retirée de la conso. Elle a un peu disparu de la circulation. Et voilà, moi j'ai pas mal consommé dans ce quartier, entre ici et Ménilmontant. Quand j'utilise le terme underground, ça veut dire caché, exactement, qu'il soit pas visible. Et du coup, l'illégalité, même si c'est pas une condition sine qua non, même l'illégalité peut faire partie du truc. Mais c'est vrai que c'était planqué, quoi. C'était pas pignon sur rue. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, toi? Parce que t'en as fait ton sujet de travail au final, l'underground, la marge. C'est marrant qu'on me pose souvent cette question de ce qui m'attire, comme si, mais en fait, c'est pas ce qui m'attire, c'est ce que je connais à la base et ce que je peux raconter. Une fois que j'arrête de me défoncer, je traîne plus dans des endroits comme ça. Donc ce qui m'attire, non, j'avais un mode de vie qui faisait que je rencontrais des gens sur ma route. Il y avait des gens, il y a des persos qui étaient comme ça, qui m'entraînaient dans des endroits où jamais j'aurais pu imaginer que ça existait, quoi. On continue un petit peu. Ouais, Ça va bien sûr. Est-ce que c'est les endroits qui marginalisent ou est-ce que c'est les personnes qui sont marginales en soi? Je pense que c'est les personnes qui font le lieu, quoi. Et moi, c'est vrai que tu vois, quand j'ai commencé mes bouquins, genre Panam Underground ou Kems, mon dernier, qui parle beaucoup de conso ou de lieux planqués, je commence toujours, mon appui, c'est toujours des personnages. Et pourtant, c'est des personnages, c'est des fixeurs qui ouvrent sur des univers. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les persos, quoi. En tant que romancier, je parle. Tu vois bien avec la gentrification, les trucs comme ça, que Pigalle, c'est plus que c'était avant. Tu vois que c'est moins underground, enfin voilà. Alors que c'était vraiment à une époque où j'étais tout gamin. Et même avant, c'était un Pigalle de voyous, quoi. Et en fait, c'est vraiment la population qui retransforme un peu les territoires, quoi. Est-ce que toi, tu te sens marginal ou pas avec tout ce que tu as vécu? Non, moi pas vraiment. Je me sens... Non, je dirais pas marginal, j'emploierais pas ce mot-là, parce que je suis inséré. Voilà, je suis dans la société. Non, je pense que t'as des gens dans certains milieux... parce que c'est en marche par rapport à quelque chose, par rapport à un groupe, a priori, donc qui vont être différents de l'ensemble. Moi, je me retrouve dans des microcosmes, des trucs, j'ai pas l'impression d'être à part. Je pense qu'il y a une logique d'exclusion dans la marginalité. Moi, j'ai pas l'impression d'être exclu d'un groupe. J'ai pas le souvenir d'un moment où je me dis putain, ma place elle est pas là. Mais même y compris, tu vois, parce qu'on parle des trucs underground depuis tout à l'heure, mais même tu vois dans les mondanités parisiennes, tu vois, j'ai pas l'impression d'être différent. Je peux aussi naviguer dans le truc comme il faut, quoi. Toi le mec normal en fait. Ouais, en fait c'est ça. Ouais, en fait, moi a priori je fais pas partie d'un club où on va m'exclure. Je vois pas où est-ce que moi je vais être discriminé. J'ai l'impression que si j'étais pauvre, ça serait beaucoup plus galère, mais c'est pas le cas. Tu as quand même eu un environnement, un entourage soutenant qui t'a pas exclu en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que ça se joue à tôt, le sentiment d'exclusion. Je pense que c'est un truc qui se ressent tôt. Si tu veux, par exemple, il y a beaucoup de thématiques où on dit par exemple déracisés, où ces personnes sont oppressées. Mais quand même, mine de rien, c'est vrai que tu trouveras toujours à l'intérieur de ces groupes des gens qui ressentent pas ça. Alors tu peux leur dire mais c'est quoi? Alors c'est que tu as du déni, que tu te trompes, mais la personne elle le ressent pas comme ça. Donc je pense que c'est des trajectoires individuelles en fait. Et t'as des gens, moi j'ai exemple en tête d'une nana, renois, grosse, lesbienne. Putain, et elle te dit ouais mais moi faut pas m'appeler une racisée, faut pas dire ça, tu vois. Ok. Non, franchement, j'ai pas eu de mal à trouver un tas. Voilà, tu vois, elle est limite réactive. Enfin, des fois, tu vois, même dans ses propos et trucs, tu fais ok. Donc non, c'est ça l'exclusion, c'est un ressenti. C'est pas. Moi, je pense que c'est un ressenti. C'est un ressenti qui se base sur des faits aussi, parce que si tes parents te foutent à la DAS, si tous tes amis te lâchent. Tu penses que si tes parents te foutent à la DAS, forcément, tu vas te sentir exclu dans la vie? C'est possible, je sais pas. Je pense que la sociologie, c'est un truc qui existe et que tu as des grands groupes qui se font plus souiller que les autres en fonction d'un milieu, ouais. Ça, c'est une réalité, ouais. Je
peux te parler que de moi. En fait, j'ai l'expérience que de moi, ce que je vis moi. Alors, Et toi, du coup, t'as ressenti ce truc de plusieurs cases dans lesquelles t'arrivais pas à te foutre? Ah ouais, alors moi j'ai pu ressentir plusieurs identités, ouais. Mais de toute façon, je peux me mettre des étiquettes. Moi, je peux me caler des étiquettes. Je peux même dire, voilà, moi je suis dépendant. Tu vois, on a beaucoup parlé de ça dans ce podcast. Moi, je me vois comme ça. Donc, je me cale une étiquette. Donc, je me cale dans une case. Est-ce que c'est parce qu'on me la met ou moi je me mets volontairement? Est-ce que c'est une réflexion communautaire que j'ai? Ou est-ce que c'est parce qu'on me met là-dedans? Je sais pas. Je pense que c'est les deux. Hein. Presque, c'est de l'empowerment. Hein. Tu vois, genre, Est-ce que les cases, elles ont eu du bon pour toi? Est-ce que c'est pas qu'elles ont du bon, c'est est-ce qu'on peut faire sans? Tu vois, on est bien obligé de mettre des adjectifs sur des gens. Tiens, regarde lui, machin, qui est comme ça. Tiens, en fait, est-ce qu'on peut faire sans? La question de savoir si c'est bon ou pas, c'est surtout est-ce qu'on peut faire sans, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des gens on peut le déplorer, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a des cas, il y a des trucs, tu vois. Genre, je suis bien obligé de me définir. Tu vois, à certains moments, ouais. Ouais. À certains moments, je suis bien obligé de me définir. Après, je suis pas obligé de m'enfermer là-dedans, et je suis pas obligé qu'on accepte de m'enfermer là-dedans. Et tu penses qu'il faudrait, idéalement, une société sans cases ou c'est utile quand même? Non, je crois que c'est comme si tu me demandais s'il fallait une terre plate, quoi. C'est comme ça, enfin, tu vois. C'est comme ça, quoi. Ouais, je crois que c'est comme ça. Non, en plus, qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. En tout cas, on est d'accord que la normalité, ça n'existe pas. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Puis tout le monde revendique une identité. Et je sais plus qui dit un truc. Pas supérieur. On n'est pas supérieur. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Bon, là, c'est jusqu'à présent, t'enfonces une porte ouverte. Mais on est unique et c'est déjà pas mal. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te libère. Je cherche des gens normaux. Des gens normaux? Savez où je peux en trouver? Partout. Partout, ouais. Moi, dans ma tête, je suis pas normal. Je le sais. Mais après, moi, je pars du principe que personne n'est normal. C'est impossible d'être normal. Tout le monde est bizarre à sa manière. Je parlais toute seule, tout simplement, et voilà. Après, ça m'a beaucoup aidé, mais je me sentais folle à ce moment-là. Non, je pense que j'ai pas tout à fait les mêmes aspirations que les gens qui m'entourent au quotidien, et c'est ça en fait le décalage. Moi, je vis à Paris, et en fait, je suis breton, et je vois bien que j'essaie de m'insérer dans quelque chose que les gens qui m'entourent, par exemple dans mon domaine, n'ont pas du tout les mêmes aspirations. On a l'impression que les autres se posent pas les mêmes questions. Je pense que c'est un peu... Parce que normalement, la folie, c'est un peu quand on n'est pas dans la même réalité ou quelque chose comme ça. Ce qui en soi n'est pas forcément grave. Si on n'a pas l'impression d'être trop seul, quoi. Mais il y a des moments où j'ai l'impression que... Non, mais je trouve toujours des gens qui partagent ma réalité, donc ça va. Paul? Salut. Merci d'être venu. Hein. Bah, c'est vraiment cool. C'est normal, c'est ouais, plaisir. On galère de ouf là. Ouais, vous galérez. Vraiment, je sais pas, des trucs sur la normalité, la marche, tout ça, ouais. c'est un peu flou encore. Ok, bah regarde. C'est quoi? C'est un texte de Kerouac sur la route. Je te le lis? Bah ouais, vas-y. Tu veux? Carrément, ok, vas-y, ouais. je te montre. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils les inventent, ils les imaginent, ils les explorent, ils créent, ils les inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. C'est vachement bien. C'est pas mal, hein? Ah, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait un peu taper dans le... résonner un petit peu dans ce que vous faites là. Carrément, bah écoute, merci beaucoup. Je vais en parler à Yann et puis ouais, ça on verra. Ouais. C'est déjà cool de l'avoir en tout cas. Bah tiens, je te le laisse et puis... Cool, super. Bah merci beaucoup. Bah avec plaisir. Je retourne parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Ciao. Salut. Ciao. Bon, finalement, j'ai décidé de retourner voir Stéphane Cognon. Je suis dans le 15e arrondissement de Paris, juste à côté de là où il travaille.
Stéphane Cognon, c'était le père aidant qui avait fait plusieurs séjours en hôpitaux psychiatriques quand il était jeune, qui aujourd'hui travaille dans l'institution psychiatrique. On l'avait déjà pas mal entendu dans l'épisode 4 sur la psychiatrie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, impeccable. Ouais, ça va, je vous ai vu. Ouais, en fait, il y a un petit parc là, juste après. Ah, ok, d'accord. Comme je connais tous les parcs là, avec mes enfants. Ah oui, oui. Il y en a un, ça va être plus super, ouais. c'est tranquille, ça. Vous allez bien? Bah ouais, ça va et vous? Ouais. Et alors, au téléphone, vous m'avez parlé d'une histoire de petit cahier. En fait, c'est un souvenir d'enfance par rapport à la marge. C'est pas la marginalité, mais la marge, être en marge. Et dans les cahiers, quand on écrivait nos devoirs sur des feuilles doubles, en fait, ce qui était réservé à l'élève, c'était le corps, le corps de la feuille. Et ce qui était réservé au professeur, c'était la marge. Et cette marge, on n'avait pas le droit de l'utiliser. C'était un peu un territoire vierge au moment où on rendait la feuille. Et ensuite, c'était un territoire qui était réservé un petit peu aux professeurs. En fait, ce qui était drôle, c'est après, quand j'étais un peu plus âgé, j'ai lu un magazine qui s'appelle Fluide Glacial, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, et en fait, leur grand jeu, c'était de reproduire un cahier d'élèves et d'écrire dans la marge. Et c'était subversif parce qu'en fait, ils voulaient utiliser tout l'espace. C'était presque ce qu'il y avait de plus intéressant qui était dans la marge. C'était des petits graphiques, c'était des petits trucs en fait, qu'on mettait en plus. Quand on avait déjà lu le texte, on allait dans la marge, on faisait un pas de côté pour aller dans la marge et aller explorer d'autres continents. Et c'était presque... c'était le plus et c'était presque ce qu'il y avait de plus riche, en tout cas de plus original et de plus intéressant. On va dans un endroit qui est interdit finalement, ou en tout cas qui est pas normé. Quand on a encore le loisir d'aller de l'un à l'autre, de la marginalité ou de la normalité, tout va bien. C'est un peu quand on n'a plus le choix, quand on est un peu enfermé justement dans cette marginalité, qu'on reste en marge, c'est là où ça devient de plus en plus gênant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à explorer les marges? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi même c'est important d'une certaine façon? Ouais, c'est une richesse. C'est une richesse d'aller voir vers quelque chose qui est un petit peu différent. Ça peut faire peur, mais je pense que c'est important d'avoir la curiosité, de voir quelque chose qui est différent de soi. On ne devrait pas se mettre de barrières et pas de se mettre d'interdits en fait. Il y a des cas où on ne choisit pas d'aller dans la marge, on tombe dedans un peu accidentellement. Et il y a cette image qui est beaucoup revenue chez les gens qu'on a interrogés dans toutes nos thématiques, qui était cette image des gens qui tombent. Et très souvent, il y avait cette phrase qui revenait, que ce soit dans la psychiatrie, la prison, la rue, je suis tombé et on m'a pas tendu la main. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand les gens tombent dans cette marge? Nous qui sommes entre guillemets dans la norme ou un peu à cheval entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Moi, je pense que effectivement c'est effectivement une chute, ça, qui peut être assez rapide. On n'est plus un être humain quoi. Finalement, on est dévalorisé, on perd beaucoup de choses. Il y a un professeur là qui est à l'hôpital Sainte-Anne et qui va à la rencontre en fait des SDF qui ont des problèmes de santé psychique, de santé mentale. Parce que ces personnes-là, il faut aller les chercher dans la rue. Elles vont pas venir à l'hôpital. C'est l'aller vers. C'est à nous de faire un pas vers eux. Oui, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Par contre, ça demande un effort incroyable de la part de l'un et de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué parce que il y a toute une histoire qui fait qu'on est descendu très bas. Donc il faut y aller étape par étape, refaire confiance. Ah oui, c'est la confiance. La confiance en l'autre est complètement perdue. En soi et en l'autre est perdue. Donc il faut réentamer, refaire le parcours inverse. Et le parcours inverse est beaucoup plus dur. La chute est plus facile que de se relever. Il y a quelque chose qui revient souvent aussi, pareil sur toutes les thématiques qu'on a abordées dans cette série. C'est une espèce de faille
que peut-être on a tous, et là c'est une question que je vous pose, est-ce qu'on a tous cette faille en nous ? Je pense, ouais. Alors, elle est plus ou moins grande, hein. Elle laisse passer plus ou moins la lumière. Et puis, mais c'est surtout qu'on la cache, on la cache ou on la cache pas, on s'en sert ou on s'en sert pas. Ce que j'aime en tout cas, c'est quand on est conscient de cette faille et qu'on s'en sert avec pudeur. En fait, c'est une richesse cette faille. Ça fait partie de notre humanité justement, ça fait partie de l'aller vers, ça fait partie de plein de choses. Et quand on est conscient de la faille, qu'on arrive à s'en servir et de faire appel à la faille de l'autre, justement, de faire un espèce de dialogue là-dessus, et ben là, il se passe quelque chose. La personne normale, ça veut dire qu'elle va pas jouer avec ses failles, qu'elle va au contraire les enfouir. Il y a des choses, je me dis, toute une personne qui va cacher cette sensibilité, cette faille, cette douleur, parce qu'il y en a, c'est obligatoire. Il y a des choses, il y a des histoires comme ça, où la faille, ou en tout cas le secret, parfois il y a des secrets qui arrivent à la veille d'une fin de vie, des choses qui arrivent. Pourquoi c'est pas arrivé avant ? On se dit mais cette personne a vécu, avait un espèce de truc, sa normalité, voilà, il a été parfait du début jusqu'à la fin, ou il a été normal du début jusqu'à la fin. Et finalement ça sort à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'il l'a pas livré avant ? Mais voilà, si ça sort pas, si c'est jamais utilisé, si c'est... je pense qu'il y a un manque, ouais. Enfin, moi, ça me manquerait en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de devenir fou ? Mais nous sommes tous fous. C'est une évidence. Sinon, on n'y arrive pas. Hein. Il n'y a que ceux qui se disent pas fous qui sont dangereux. Enfin, je fais des très, très mauvaises choses, mais c'était pas avec, je sais pas, l'intention de. Je voulais pas les faire en fait. Ah non, ça c'est pas. Non, je suis pas normal du tout. Hein. Pourquoi ? On va dire qu'au début, quand j'étais plus petit, j'étais dans un moule basique. Donc c'est vrai que je parlais avec les autres, je comprenais, on va dire, le monde dans lequel je me trouvais. Et là, plus je grandis, plus je comprends plus rien. Et j'ai l'impression de me retrouver de plus en plus, de manière personnelle, et c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, de se retrouver de plus en plus sorti de tout alors qu'on est dans le même moule. Se sentir, on va dire, à l'extérieur de quelque chose alors qu'on devrait comprendre qu'on est à l'intérieur de quelque chose en fait. Et c'est ça, ce côté de... J'aime beaucoup les autres, j'aime beaucoup le monde en général, mais ce qui me perturbe de plus en plus, c'est que j'ai beau vouloir aimer les autres, je les déteste de plus en plus. Et du coup, je me sépare de plus en plus des autres. Ouais, c'est le côté solitude qui rend de plus en plus fou en fait. Le côté t'es mis à l'écart, tu sers à rien, donc vas-y débrouille-toi maintenant. Je travaille dans la publicité, dans une très grosse boîte de pub, et je me force à être un peu le collaborateur idéal et travailler vraiment très très dur. Non, je me sens pas normal. Je pense que la normalité c'est dommage en fait. Parfois j'ai des pensées, je me dis est-ce que je suis normale, est-ce que je vois pas forcément la vie d'un bon côté parfois, surtout en ce moment. Et du coup c'est plus je sais pas, me sentir différente un peu par rapport à des pensées sur par exemple avoir des enfants, tout ça, peut-être être trop lucide par rapport au monde. Donc je me dis c'est peut-être un peu de la folie aussi. On vit quand même dans une société où on a beaucoup de dictats sur, par exemple, l'alimentation, le corps, à quoi est-ce qu'il doit ressembler, ce qu'il faut qu'on fasse de notre vie. Donc je pense que si c'était la fin du monde, j'aurais absolument rien à faire de tout ça. Et je mangerais absolument tout ce dont j'ai envie. J'enverrais valser ma routine. Je ferais pas toutes les tâches liées à mon travail qui peuvent m'ennuyer, qui sont pas les plus intéressantes, mais utiles à une grande échelle. Là, c'est la fin du monde, il n'y a pas d'échelle. Donc j'enverrais valser tout ça. J'ai l'impression de ne pas arriver à me faire comprendre et d'être dans une impasse et que je vais perdre la raison. Non, pas fou. D'être parfois déprimé ou d'être
submergé par certaines émotions, mais pas fou. Tant que vous faites ce qui vous plaît, tant que vous êtes en phase avec vous-même et avec les autres, je pense qu'on peut se considérer comme normal, je pense. Peut-être. Yann Oh Ouais. Salut. Putain. Mais alors, qu'est-ce que tu fais Elle a l'air complètement perdue. On est sur le dernier épisode là d'Outsiders, je t'avais dit, tu vois. Ouais. Et on a décidé de faire le truc genre hors studio. Ok. Donc on va faire une espèce de micro-trottoir et tout. Je galère un peu, on va pas se mentir. Ouais, t'as l'air, ouais. Et puis, je t'ai dit, on a toujours pas trouvé les textes. Oui, mais justement, tu m'en avais parlé et Ouais. en fait, je suis en train de lire un truc là. Et Ouais. je me dis que ça pourrait peut-être convenir. D'accord. Bah, tu veux que je te le lise, hein, parce que je l'ai. Bah en ouais, fait. grave, vas-y. C'est la merditude des choses. Je sais pas Ouais. si tu connais. La merditude, non. Non, ok. Mais c'est un programme, c'est cool. Ouais, bah tu vas voir, ça parle de normalité, mais aussi de marginalité. Donc, Ok. Je sais pas si ça peut convenir, mais moi ça me parle en tout cas. Bah grave, lance. Alors, mon père m'a dit que je pouvais plus jouer avec toi, ajouta Francky un jour où ma vision de la vie reprenait soudain du poil de la bête. Jouer, rien que ce mot déjà. Francky était le fils unique et probablement bienvenu d'une de ces familles qui avaient acheté les derniers terrains de Red Verdegem pour les couvrir de ces villas qui, à l'époque, comptaient comme norme du bonheur. Des boîtes de briques avec une allée menant au garage. Toutes ces maisons symétriques avaient une haie derrière laquelle les habitants essayaient tant bien que mal de dissimuler leur vie à nos yeux et qu'ils taillaient l'été par goût de l'ordre. Ils avaient des chiens en qui ils avaient tellement confiance qu'ils plaçaient un système d'alarme sur leur façade. Dans leur jardin au gazon millimétré, ils se pavanaient autour de leur barbecue. Quelques-uns avaient un petit bassin avec des poissons rouges et une fontaine. Un bassin entouré de treillis métalliques de peur que leurs enfants ne tombent dedans et ne se noient. Le samedi, les propriétaires de toutes ces richesses attaquaient aux tuyaux d'arrosage leurs voitures ou faisaient entendre le bruit de leur tondeuse à gazon. On les voyait nous jeter des regards critiques lorsque, morts bourrés de façon parfaitement traditionnelle, nous revenions d'un championnat de balle-pelote, ou se ruer chez eux paniqués lorsque nous donnions des coups de pied dans la croupe de nos épouses adultères ou que nous fracassions sur les pavés de la rue une partie du mobilier. Mais si on nous avait mis en scène dans une série télévisée, ils l'auraient regardé avec plaisir. Et pourquoi donc ? Et pourquoi quoi ? Eh bah pourquoi que tu peux plus être vu en ma compagnie ? Ton père est fou, il est dans une institution psychiatrique. Et ma mère est une pute, Francky. Ton papa ne te l'a pas raconté ? Ma mère est une pute et je suis son fils de pute qu'elle a jeté à la rue. Ton père ne connaît même pas la moitié de l'histoire. Il dit que vous êtes des gens minables, des débiles, que si votre engeance n'était pas maintenue artificiellement en vie par un tas d'aides sociales, vous seriez depuis longtemps parmi les vers de terre. Dans la nature, vous n'auriez aucune chance de vous en sortir. Les espèces plus fortes vous auraient éliminé pour conserver l'équilibre. Les Vérulses se saoulent, les Vérulses se bagarrent et traînent avec les canailles de la commune. Les Vérulses profitent et parasitent. Faut pas être fâché contre moi, c'est mon père qui le prétend, pas moi. Voilà. Putain, ouais, c'est cool. Il y en a aucun des deux qui fait rêver. Non, Alors, les c'est deux ont clair. une vie de merde, tu vois, Ouais, d'une façon c'est ça, différente. c'est l'idée. Mais c'est pas mal. Je crois Ouais. que ça va être dans la boîte, ça. Ok, cool, bah, peut-être que ça va te sortir un peu de ton, ton état de rêveur. Non, de la je journée. retourne dans ma vie de merde à chercher Ok. mes trucs là et je te laisse. À la prochaine et je te tiens au jus pour quand ça sort. Ça marche. Ciao. Je suis dans le 19e arrondissement de Paris. Je vais retrouver Elina Dumont. Elina Dumont, c'était cette ancienne sans-abri qui nous avait parlé dans le premier épisode, qui a vécu 15 ans à la rue avant de s'en sortir. Salut Elina. Ça va? Je t'avais pas reconnu, t'as fait une coupe de cheveux? J'ai fait une couleur. Ah oui, c'est ça, ouais. Là, je les ai coupés un peu. Je te reconnaissais pas, je me disais, Tu t'avais pas sais, fait avec couleur. les rasques, même moi, je dis, est-ce que je le reconnais? Ouais. Mais attends, Bien faut joué, qu'on bien aille joué. dans un endroit, parce que là, il y a un bruit. Ouais. Je te dis pas. Ben, on va aller se mettre plus Peut-être là-bas. le long du quai, il y aura Le pas long de du bruit. quai, ouais, on sera plus au calme. Vous savez, avec cette putain de carte bleue,
On n'a Oui. plus de monnaie. Oui, avec le Covid. Et vous êtes sans abri? Là, je suis hébergée en ce moment chez quelqu'un, ça fait 2 mois, mais j'ai passé 1 an et quelques de rue juste avant. Vous avez quel âge? J'ai 29. Ah, je vous pose la question parce qu'en fait, moi, je lutte contre le sans-abrisme pour les femmes. Ok. C'est pour ça. Est-ce que vous avez été au carreau du Temple, dans le 3e arrondissement? J'en ai entendu parler. Il faut que vous alliez là-bas parce que là-bas, c'est ouvert tous les jours. Alors, je crois de 9h jusqu'à 16h sûr. L'arrêt de métro. Vous avez vos papiers? Non, justement, il faut que je fasse ma carte d'identité. Bon, mais vous n'avez pas un autre papier, il y a une carte de sécu, je sais pas. J'ai une photocopie de mon ancienne carte d'identité. Ben, c'est bien, c'est ça. Au moins une carte d'identité. Voilà, au moins pour faire déjà, il faut que je fasse ma déclaration de paie, une Non, domiciliation. mais en tout cas, vous pouvez aller là-bas. C'est le plus grand centre actuellement où les femmes, c'est que pour les femmes. Ok, ça marche. Elles vont là-bas. Bon, il y en a qui se reposent en journée parce que la nuit, elles dorment dehors. Enfin, voilà. Je suis désolée, là, j'ai pas de papier sur moi. Mais en tout cas, je vous le dis. C'est gentil. Parce que le 115, oui, je vous souhaite bon courage. Oui, c'est ça. Et je sais de quoi je parle. Hein. C'est pas très au point. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir. Bonne journée. Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Alors, pour ce dernier épisode, on cherche une personne normale. Et on se demande si ça existe vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors, vous cherchez une personne normale. Moi, je pense que la norme, elle est décidée par la majorité. Moi, pour ma part, je n'essaye pas du tout d'être dans la norme. Je vais te raconter une anecdote. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah bon, t'es pas marié? Ah bon, t'as pas d'enfant? Ah bon, t'habites à 19 mètres carrés? T'as plus d'un demi-siècle ?» Voilà, tout à coup, je fais pas peur aux gens, mais presque, quoi. Tu vois? Pourtant, t'as fait un chemin vers la norme, toi aussi, parce que t'étais ancienne sans-abri, et t'es sortie de la rue pour t'insérer, pour trouver un logement, donc pour rentrer dans le système, d'une certaine façon. En fait, une fois que t'es rentré dans les contraintes de la norme, rien ne t'empêche, à l'intérieur de ces contraintes, d'être libre, d'être en marge. Moi, par exemple, qu'il y ait des gars qui vivent sous une tente au bois de Vincennes, ils sont considérés en marge. Moi qui les connais bien, mes potes, eux, c'est les plus heureux du monde. Et moi, je les comprends. Et ils l'assument. Moi, je dis la marginalité, à partir du moment où on l'assume, par exemple, si demain j'ai envie d'avoir des cheveux rouges, je suis sûr que dans la rue, tout le monde va croire que, je sais pas, je fais partie de la famille des punks ou je sais pas quoi. Mais ça veut pas dire pour ça que je suis en marche parce que demain j'ai les cheveux rouges. C'est parce que moi, ma liberté intérieure a décidé que, voilà, demain je vais chez le coiffeur et je me mets cheveux rouges, cheveux verts, voilà. Mais malheureusement, ça passe pas partout. Ah ben on est bien assis, hein. Ouais. Je vais coucher. Ah, il manque Allongé plus par que le terre, petit verre de Ricard, là. Quand j'étais dans la rue, je me sentais pas du tout en marge. C'est les gens qui me renvoyaient que j'étais une exclue. Mais personnellement, moi, voilà, je rigolais avec mes potes, on buvait des coups. Quand on avait un peu de thunes, on allait dans une pizzeria. Mais franchement, on se sentait pas exclus. Et la plupart des sans-abri, pourquoi ils ont honte de le dire, c'est parce que la société leur renvoie à leur situation. Mais pour moi, ils sont pas plus en marge que n'importe quel pecno qui fait du vélo à 4 roues, quoi, ou qui pêche dans la Seine, alors que la Seine, elle est pourrie, elle est dégueulasse, quoi, et l'autre, il va bouffer le poisson quand même. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le nombre qui décide si t'es en marge ou pas. Tiens, je vais prendre un autre exemple. Ah tiens, encore plus flagrant. Les nudistes. Non, mais ça, c'est un bel exemple. Les nudistes, eux, quand ils sont entre eux, et puis qu'il y a une personne lambda qui se dit tiens, je vais essayer. Combien de fois elle dit ah, j'avais pas l'air con habillé, hein. Bah, je me suis déshabillé. Ça, c'est un très bon exemple. Alors, qui c'est qui est en marge là, dans ce cadre-là? C'est les nudistes ou c'est la personne qui rentre habillée? Tu vois, c'est bien le nombre qui décide. Et c'est bien dommage parce que le nombre n'a pas forcément toujours raison. C'est vrai que moi, souvent, les gens me disent « Oh, t'es quand même une sacrée fille, hein. Tu te rends pas compte, toi, mais t'es quand même à part. » Mais je dis « Comment ça, je suis à part? Je suis normal. Voilà, je suis une fille empathique, qui a horreur de la méchanceté, qui est toujours prête à aider.
Je trouve que quand on me dit l'inverse, je me dis que c'est eux qui sont pas normaux. Mais je pense, ce qui m'a rendu aussi comme ça, c'est tout simplement ma vie. Parce que moi, j'ai tellement rencontré de gens différents. Moi, j'ai rencontré des bourgeois, des bourgeois compagnons sur rue. Bon, la première fois que j'ai vu une fille qui m'a emmené chez elle et qui m'a dit « Ah, tu vas voir, je fais une petite soirée et comme ça, tu verras mes chats. » Bon, j'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et que j'ai vu pour la première fois une femme se faire lécher par un chat, je me suis dit « Mais elle est complètement dingue !» Et comme je faisais le ménage chez elle tous les jours, après je me suis habitué. Je me suis dit, après je trouvais ça normal. Mais ça peut paraître fou ce que je raconte. Mais eux, ils ont trouvé une norme dans leur sexualité qui n'est peut-être pas la nôtre. Alors, c'est leur norme à eux. Et moi, je pense qu'à partir du moment où ta marginalité respecte la norme des autres, pour moi, il n'y a aucun souci. Le principal, c'est que ça puisse faire quand même un vivre ensemble. Ça me donne l'impression qu'on vit dans un monde en fait où il y a comme plein de petites cases et qu'il faut juste... c'est comme les jouets pour enfants, tu sais, il faut réussir à mettre le rond dans le rond, le carré dans le carré, et qu'il faut que chacun trouve sa case qui lui correspond bien. Pour moi, l'important, c'est qu'on soit heureux. Et le bonheur, on ne le trouve pas à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur de soi. Mais pour le trouver à l'intérieur de soi, il faut être qui on est, qu'on soit dans la marge ou dans la norme du nombre. Voilà. Parce que sinon, t'es malheureux toute ta vie. Et d'ailleurs, pourquoi il y a autant de suicides ? Pourquoi il y a autant de gens qui prennent peut-être des anxiolytiques ? Peut-être pourquoi il y a des gens qui se droguent autant ? On pourrait peut-être se poser des questions. C'est peut-être parce que les gens sont tout simplement mal dans leur peau et qu'ils n'osent pas être eux-mêmes. Moi, c'est ce que je pense. Mais tu vois, tout est comme ça. Et les gens font tout en cachette. Mais moi, je suis désolée, au contraire, dire qui on est, c'est peut-être aussi aider quelqu'un. Tu vois ? Parce que les gens, pourquoi les gens ils se soignent pas, par exemple, par rapport à l'alcool ? Parce que dire que t'es alcoolique, t'es en marge, on doit être parfait. On doit pas boire, pas fumer, pas... Non, moi, tout ça, ça me débecte. Ça me débecte. En fait, il faut juste trouver la case qui nous correspond le mieux, chacun d'entre nous. Ouais, la case ou les cases, mais en tout cas... Ouais, je crois que... Mais pour ça, faut-il encore avoir le courage face à la norme qui est décidée par le nombre de dire non, moi je suis pas comme vous. Écoute, merci beaucoup. Ça te va ? Ouais. Écoute, en tout cas, je crois à ce que je t'ai dit. J'ai une idée. Il y a 13 ans, j'ai suivi un cours d'introduction à la sociologie de la déviance. La sociologie de la déviance, c'est la sociologie des gens qui ne respectent pas les normes. Le bouquin de base dans ce cours, c'était un petit livre écrit par Howard Baker, publié en 1963 et qui s'appelle Outsiders. C'est de là que vient le nom du podcast. La prof nous avait fait lire ce livre et ça a été une putain de révélation. Le bouquin a beau avoir plus de 50 ans, parle de gens qui fument de la marijuana, de musiciens, c'est excitant et on s'y attend pas quand on entre dans un cours de sociaux. C'est durant ce cours-là que j'ai fait ma première interview. J'étais allé interviewer une bonne sœur dans un monastère en Seine-et-Marne pour essayer de comprendre comment elle s'était retrouvée à vivre une vie aussi marginale. C'était marrant d'imaginer une bonne sœur comme quelqu'un de marginal. Ensuite, en master, j'ai travaillé sur la prostitution, encore une activité marginale, et Outsiders, c'était mon bouquin de chevet pendant l'écriture du mémoire. Après, je suis devenu journaliste et j'ai continué à aimer parler aux gens qui font pas tout comme tout le monde et finalement maintenant avec Brice on fait ce podcast qui s'appelle Outsiders. Alors je me dis que c'est peut-être le moment de retourner à la source de toute cette histoire. Là,
j'arrive devant chez quelqu'un qui s'appelle Colleen Cardy. Elle est sociologue. Et c'est elle qui m'a fait lire Outsiders, il y a 13 ans. Oui, c'est Yann. Super. Bien et vous? C'est rigolo de vous voir. Vous n'avez pas beaucoup changé. Pourquoi est-ce qu'il était intéressant à faire lire ce bouquin? Alors, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est facile à lire, en fait. C'est-à-dire que c'est un... Et Becker le revendique beaucoup, c'est-à-dire c'est effectivement une écriture qui est simple. Il y a plein de sociologues un peu verbeux. Pour le coup, il a ce grand mérite d'avoir une écriture assez limpide. Et que ça parle beaucoup aux étudiants, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites parler les gens, que vous enquêtez, au fond, ça donne une dimension incarnée qui est importante. Et puis il y a cette intro de Becker qui est fabuleuse sur, au fond, les normes sont quelque chose de relatif et que n'est déviant que celui qui est considéré comme tel par une société qui met en place des processus d'étiquetage, qu'ils soient judiciaires ou autres. Et donc je pense qu'effectivement c'est aussi essayer de se mettre du côté de gens qui sont peu considérés comme par la société et au fond de leur donner la parole et essayer de comprendre les mécanismes par lesquels ils sont marginalisés et stigmatisés. C'est ça qui vous a attiré, vous, dans cette discipline? Comment vous y êtes arrivé? Alors il y a plein d'éléments personnels de ma vie qui expliquent les raisons pour lesquelles je me suis toujours battue avec les normes. C'est-à-dire au fond... depuis toute petite, mais parce que j'ai vécu l'expérience d'un handicap physique. Je pense que c'est un des éléments qui permet d'expliquer tout ça. Après, il y a des éléments personnels et puis des éléments évidemment plus scientifiques, mais en tout cas, ça, je pense que ça a été un élément important. Et puis, au terme de ma licence de socio, je savais pas très bien ce que j'allais faire. Je pensais faire du journalisme, parce que je pense que cette curiosité pour les autres, elle était présente. Et en fait, j'ai fait un stage à l'UMA. Et je me suis retrouvée à être j'étais dans le service culture de l'UMA et j'ai suivi une troupe de théâtre qui travaillait avec des jeunes sous protection judiciaire. Et de fil en aiguille, parce que j'avais une formation en danse aussi, j'ai donné des cours de danse à ces gamins, qui étaient donc pris en charge par la justice des mineurs. Et il y avait quelques filles dans le groupe. Il fallait que je trouve un sujet de maîtrise, c'était une maîtrise à l'époque. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler sur la délinquance des filles. Et essayer de comprendre, au fond, pourquoi elles sont si peu délinquantes, ou pourquoi elles passent si peu devant la justice des mineurs. Voilà comment je me suis spécialisée sur les questions de déviance. À quoi ça sert d'étudier les normes et les déviances? Déjà, ça sert à dénaturaliser le social. C'est-à-dire que je trouve que... Alors longtemps, je me suis dit, il faut déconstruire les normes pour qu'il n'y ait plus de normes. C'est pas ça en fait, c'est-à-dire au fond, effectivement c'est déconstruire les normes pour se rendre compte qu'il y en a partout en fait, et qu'une société sans normes ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y avait comme ça une espèce d'utopie, un peu en ayant lu Nietzsche aussi, je me disais il faut... Puis en fait voilà, on se rend compte vite que au fond c'est pas parce qu'on déconstruit certaines normes qu'on n'en a pas d'autres, mais en tout cas je pense qu'il y avait comme ça, il y a quand même un enjeu très politique quoi, à se dire il y a des normes dominantes et il y a des gens qui au regard de ces normes dominantes vont être stigmatisés, rejetés, exclus. Il y a une phrase à la mode aujourd'hui qu'il faut déconstruire les normes et cette phrase elle m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que c'est plus un slogan sur Twitter qu'une vraie ambition ou quoi. Qu'est-ce que vous en faites d'une phrase comme ça? Je suis intimement persuadée, mais j'y suis venue tard, je pense qu'il y a une forme de naïveté de ma part, qu'en fait c'est pas parce que vous abolissez certaines normes qu'il y en a pas plein d'autres. Encore une fois, une société sans normes, ça n'existe pas. C'est-à-dire, au fond, pour qu'il y ait de la solidarité sociale, il faut aussi le partage d'un certain nombre de normes dans les façons de faire, dans les façons de penser. C'est chouette aussi. Enfin, il y a une dimension qui peut être positive dans la norme, en fait. Je pense que il y a aussi des... Je sais pas, l'écologie, c'est une norme. Enfin, je veux dire, c'est aussi un discours normatif. Et on peut y adhérer. Et se dire que, voilà, le féminisme, c'est pareil. C'est pas dire, il faut pas de normes.
c'est aller aussi à l'encontre de tout un tas de discours hyper alarmistes aussi sur notre société n'a plus de repères. C'est-à-dire que vous avez toute une critique du féminisme, par exemple, ou de la période post-68 art, qui est de dire on n'a plus de repères, la norme du masculin s'efface, il n'y a plus d'autorité paternelle, y compris des gens qui peuvent se revendiquer parfois à gauche. Et donc c'est ça, c'est dire en fait juste effectivement il y a sans doute des transitions et voilà, et moi je trouve que les normes elles sont plastiques. Et donc je pense que déconstruire les normes ou les dénaturaliser, c'est ça, c'est leur redonner une dimension plastique pour essayer de travailler sur cette matière-là. Après, je pense qu'un autre enjeu qui a aussi une dimension politique, c'est au fond d'aller donner la parole à des gens qu'on entend peu, ou qui sont invisibilisés. Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'expérience des femmes en prison, qui est une population qu'on n'entend particulièrement pas. Sans être sociologue de la déviance, ni même étudiant en sociologie, c'est des thèmes qui sont abordés par la sociologie de la déviance qui sont assez fascinants souvent. Est-ce que c'est juste parce que c'est sulfureux ou est-ce que ça va au-delà ? Alors je pense que c'est fascinant au départ parce que c'est sulfureux, effectivement. Parce qu'on touche à des lieux qui sont autour de la transgression, de l'interdit, quoi, d'une certaine manière. Donc évidemment, après tout le travail quand vous êtes enseignante, c'est d'essayer de déconstruire cette dimension sulfureuse, justement. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il y a de normal dans cette affaire-là ? Oui, il y a une forme de bienveillance au sens où... Mais je pense que la neutralité se situe davantage ici, c'est-à-dire, au fond, d'essayer d'avoir une approche compréhensive, à la fois sur le fait que les normes vont pas de soi, et puis que il faut pouvoir rendre compte de la stigmatisation dont les gens font l'objet, voire d'expliquer un certain nombre de comportements qu'on peut juger comme des illégalismes ou des déviances. Ça suppose ce passage par la bienveillance et donc se décaler par rapport à un certain nombre d'institutions sociales qui sont nécessaires, c'est pas... Mais en tout cas, c'est aussi avoir un regard critique sur ces institutions et effectivement décaler la focale et le regard. Vous me disiez que vous aviez un enfant. Est-ce que vous lui souhaitez de faire l'expérience de la marginalité ou pas ? Ah, ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Notamment sur la question du genre. Donc, c'est un petit garçon qui aime beaucoup les voitures, à qui j'ai proposé des poupées. Je pense que je lui laisse une liberté de choix qui est importante du fait de cette possibilité de déconstruire un certain nombre d'attentes autour du masculin et du féminin. Mais pour autant, je pense que c'est dur de faire l'expérience de la marginalité ou de la transgression ou de la mise à l'écart parce qu'on est différent au fond. Alors à la fois je lui souhaite, parce que je pense que c'est une expérience fondatrice, et j'espère qu'il aura aussi des désirs qui sont en dehors des normes telles qu'elles sont établies. Pour autant, je vois bien que dans mes manières de l'éduquer, de le socialiser, voilà, d'un enfant qui sera qui est issu d'une classe moyenne supérieure, un télo, je lui donne aussi des tas d'armes et de normes qui sont les normes dominantes pour pouvoir se repérer dans l'espace social et dans sa vie, quoi. C'est sûr. Est-ce que ça existe, les gens normaux ? C'est marrant cette question. Oui, je pense qu'il y a des gens normaux au sens social du terme, c'est-à-dire vous avez des individus qui vont correspondre aux normes que la société attend d'elle. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on appartient à chacune à différents groupes et qu'on peut être normal dans un groupe ou dans une institution et pas du tout normal dans une autre. Donc, ça veut pas dire qu'en soi, les gens seraient normaux ou pas. Simplement, on a effectivement une société qui fait des catégorisations et des partitions en fonction des normes établies. Est-ce que pour conclure, vous auriez un truc à me conseiller pour pouvoir parler de normes et de déviance sans trop dire de bêtises ? Eh ben, on va revenir à Baker et Outsiders. Vous pourriez aller regarder la fin du chapitre 9, l'étude de la déviance, problèmes et sympathie. Yo. Alors, ça va ? C'est bien passé ? Pas mal, et toi ça donnait quoi ? C'est compliqué. Ouais, mais la marge et la norme, ça se mélange quand même beaucoup, on est d'accord. Ouais, je crois qu'on est d'accord, ouais.
Après, je crois que j'ai quand même un truc pas mal pour conclure. Tu sais, je suis allé voir mon ancienne prof de socio de Paris 8 et elle m'a montré un passage qui m'a semblé intéressant, qui parle des jugements de valeur qu'on vient mettre sur tout ça. C'est quoi le bouquin ? Outsiders, évidemment. De Howard Baker ? Ouais. Ok. Ouais, là, c'est ça. Nous mettons en évidence la dépravation des déviants ou la dépravation de ceux qui cherchent à leur imposer des normes sociales. Il faut se défendre contre ces deux positions. Il en va ici comme pour les mots obscènes. Certains pensent qu'on ne devrait jamais les utiliser, d'autres aiment les écrire sur les trottoirs. Dans les deux cas, les mots sont considérés comme quelque chose de spécial, possédant une sorte particulière de mana. Il est préférable de les considérer simplement comme des mots qui choquent les uns et enchantent les autres. Ainsi en va-t-il des comportements déviants. Nous ne devons pas les considérer comme quelque chose de particulier, de dépravé ou par une sorte de magie, comme quelque chose de supérieur aux autres formes de comportement. Nous devons les considérer simplement comme une forme de comportement que certains désapprouvent et que d'autres apprécient, et étudier les processus selon lesquels ces deux perspectives se constituent et se perpétuent. Peut-être la meilleure précaution contre ces deux extrêmes réside-t-elle dans un contact étroit avec les gens que nous étudions. Ouais, c'est joli. C'est joli, j'aime bien. Et puis, être dans la norme, ça fait pas de nous quelqu'un de parfait ou quelqu'un d'horrible, quoi. Ouais, voilà, et être en marge, ça nous rend pas spécial. On n'est pas méprisable parce qu'on est marginal, mais on n'est pas mieux que les autres non plus. On les emmerde, les gens parfaits, quoi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça te dit, on se rapproche du mec, là-bas ? Ah oui, carrément. Excusez-moi, je peux vous enregistrer ? Oui, bien évidemment. To sleep or not to sleep, to creep or not to creep. Some can't remember what others recall. Fuck all these perfect people. C'était notre 7e épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Les textes que vous avez entendus étaient lus par Laura Lascourège et Paul Noyer. La musique originale et le montage étaient réalisés par Mathieu et Pierre Chaffanjon de la société Majora. La musique que vous entendez là, c'est une chanson de Chip Taylor and the New Ukrainians. Elle s'appelle Fuck All the Perfect People et elle est interprétée par Gamy Like Buffalo. Si vous avez pu nous écouter aujourd'hui, c'est grâce au soutien de 170 personnes qui ont participé à notre campagne de financement participatif à l'automne dernier. Remerciements tout particuliers donc à, entre autres, Joël Andlower, Dimitri Mochien, Sylvie Isambert, Richard Gobelot, Joséphine Bonardo, Alouine Girondeau, Catherine de Vaublanc, Pierre Lisbonis, Antoine Ricard, Isabelle Madsen-Chaffanjon, Sabine Madsen, Patrick Souville, Bruno Plantier, Victor Miget, Baptiste Condominas, Valérie Mauduit, Antoine Sanouillet, Jean Simon et Dorian Salor. C'était le dernier épisode d'Outsiders. Merci de nous avoir suivis dans cette petite aventure. Moi, c'était Brice. Et moi, c'était Yann. Portez-vous bien. Sleep or not to sleep, to free or not to free, to crawl or not to crawl. Fuck all these perfect people, sleepy-eyed, walking through. No, I am talking about you. To stand or not to stand, to plan or not to plan, to store or not to store. Fuck all these perfect people, drink or not to drink,
think or not to think. Some choose to dismember your eyes and your foe. Fuck all these perfect people. Sleepy eyes won't think through. No, I ain't talking about you. Sing or not to sing, to swing or not to swing. Hell is a silence like it shook on the wall. Fuck all these perfect people. To pray or not to pray. Sway or not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people.